Bonjour Sébastien. Bonjour. On s'était vu jeudi dernier et malheureusement notre interview n'a pas pu être exploitable en termes de son. Donc on se revoit. Merci d'accepter de répondre à nos questions à nouveau. Justement, jeudi dernier, 18 juillet, vous rassembliez avec la CGT devant la préfecture, notamment pour demander à Emmanuel Macron de respecter le choix des urnes, le choix des électeurs, et d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner, parmi d'autres revendications plus habituelles des salariés que vous portez. Est-ce que vous avez, au niveau de la CGT, l'impression d'avoir été entendu? Il y a grand-messe ce soir, j'ai cru comprendre. Mais il a déjà annoncé qu'il y avait, selon lui, une trêve. Donc on pourrait considérer qu'on n'a pas été entendu, puisqu'il nous dit tout ça peut attendre, pour cause de Jeux Olympiques. Mais comme certains l'ont dit, les Jeux Olympiques, ça ne doit pas mettre sous cloche la démocratie. Les Jeux Olympiques, c'est une chose, la démocratie, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de trêve dans la démocratie. Effectivement, Emmanuel Macron n'est pas prêt à tendre la main au nouveau Front populaire et effectivement vient de réclamer une trêve politique pour ces Jeux Olympiques. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Que le gouvernement démissionnaire resterait en place jusqu'au mois de septembre. Sachant que ce gouvernement démissionnaire, il a quand même pris des décisions qui sont au-delà des affaires courantes, notamment le décret pris par la ministre du Travail, Catherine Vautrin, qui a autorisé les employeurs pour les salariés des vendanges à ne pas leur accorder de jours de repos hebdomadaires. Et c'est notamment une victoire des vignerons employeurs de la Marne, dans laquelle il y a eu 4 morts l'an dernier de salariés, parmi les salariés des vendanges. Et ça dégrade vraiment les conditions de travail. J'imagine que vous me rejoignez là-dessus. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce gouvernement qui, au lieu de gérer les affaires courantes, continue à attaquer les droits des travailleurs? Eh bien, ça veut dire la continuité, puisque c'est ce qu'ils ont quand même fait pendant tout le temps où ils ont été au gouvernement, bien qu'ils s'en défendent. L'attaque contre les précaires, les chômeurs, le déménagement manu militari des SDF et des pauvres, de ceux qui font triste mine, dont on ne voudrait pas qu'ils défigurent l'image qu'on veut donner de Paris pendant les Jeux Olympiques. Donc ils sont dans la continuité de l'action qu'ils ont menée pendant tout le temps où ils ont été au gouvernement. Donc depuis jeudi, il n'y a pas encore eu de main tendue par Emmanuel Macron au nouveau Front populaire, et en même temps le nouveau Front populaire a peiné à proposer un ou une candidate au poste de Matignon. Il y a une responsabilité aussi, j'imagine, des forces qui composent le nouveau Front populaire et qui ont du mal aujourd'hui, qui s'enlisent dans des négociations et qui permettent à Emmanuel Macron finalement de jouer la montre. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, on dit souvent ça, et c'est vrai, ça veut dire que ça donne une image brouillon de cafouillis, de ne pas réussir à sortir un nom qui fasse consensus. Après, la CGT, elle a appelé à voter le nouveau Front populaire sans ambiguïté, en rappelant que c'était pas un chèque en blanc, ni pour les gens qui avaient cette étiquette, ni pour les gens qui en avaient une autre, que la démocratie, c'est pas juste mettre un bulletin dans l'urne. Pour la CGT, la démocratie, on la fait vivre toute l'année. Il n'y a pas de trêve de la démocratie, et donc les députés, faut pas qu'ils s'imaginent que après l'élection, ils vont pouvoir vivre leur mandat tranquille. Ils ont des comptes à rendre sur toute la législation qu'il y a à déconstruire et celle qu'il y a à construire. Donc le constat, on peut le faire tel que tu le fais. Moi, j'agis pas en tant que politique. Mon mandat, il est syndical. Et nous, on fait vivre avec les outils syndicaux, les outils des travailleurs. On essaie de faire vivre la démocratie en rappelant à ceux qui, dans la démocratie représentative, c'est pas parce qu'ils nous représentent que pour autant ils peuvent nous représenter n'importe comment ou se défaire de l'ensemble des attentes de la société.
La CGT est partie prenante de la lutte contre l'extrême droite depuis longtemps et pour la première fois depuis la Libération, un gouvernement d'extrême droite semblait se profiler à l'issue des élections législatives anticipées. Qu'est-ce que ça aurait changé, un gouvernement dominé par le Rassemblement national, pour la sécurité civile dont tu fais partie ? Pour la sécurité civile, c'est essentiellement pour les pompiers volontaires, la particularité de la sécurité civile, c'est que c'est le seul service public qui repose sur 80% de main-d'œuvre qui ne sont pas des travailleurs. En tout cas, c'est comme ça en France. Ça veut dire des gens qui donnent, c'est tout à leur honneur, en dehors de leur temps de travail, bien souvent, sur du temps de repos, eh bien, ils vont donner du temps pour faire tourner la sécurité civile, pour se former, pour assurer les interventions de jour comme de nuit, parfois pour monter des gardes. Eh bien, on le sait, aujourd'hui, ce système, il est trop permissif. Il est trop permissif parce qu'on a des pompiers volontaires qui font des fois 2000 heures. 2000 heures par an, en plus de leur travail salarié ou à la place de leur travail salarié. Et l'Europe, elle a rappelé que les sapeurs-pompiers volontaires en France, eh bien, ils correspondent à la définition de travailleurs. On doit donc leur appliquer les règles minimum de protection, et que le Rassemblement national, au niveau européen, au niveau français, mais ce ne sont pas les seuls, ils ont dit qu'ils étaient contre le fait d'appliquer des règles minimum, c'est-à-dire les 48 heures de travail par semaine. Ça veut dire aujourd'hui que ce qui est possible, c'est que quelqu'un fait 24 heures de garde, je sais pas, au centre de secours de l'académie, il va décaler 3 fois après minuit, et ben le lendemain, il va conduire le quart de transport scolaire. Aujourd'hui, ça c'est possible. Notre système de sécurité civile, il repose là-dessus. Et même en n'ayant aucune règle, on voit qu'il est déjà bien à la peine pour assurer le secours courant. Nous, on dit, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et aujourd'hui, il y a une forme de consensus, pour des raisons financières, de dire il faut que rien change. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, et qu'on se targue d'avoir le meilleur système du monde, mais il est déjà considérablement affaibli. En plus, les problèmes de l'hôpital viennent se rajouter à nos propres problèmes, et donc on a besoin de réinvestir dans le service public et d'arrêter que le service public repose sur 80% de gens qui font ce qu'ils peuvent, mais qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire face à cause du manque de moyens, à cause du vieillissement de la société, mais quand un hôpital ferme, eh bien, nos collègues volontaires, eh bien, ça va être 1 heure de trajet en plus. On prend l'exemple de Saumur ou du Saumurois, ou du Choletais maintenant. Il y a un problème psychiatrique, on ne va plus à l'hôpital de proximité, on va arranger. Donc on rajoute 1 heure de trajet, on rajoute du temps d'attente et puis du temps de retour. Ça veut dire qu'une intervention qui durait 45 minutes ou 1 heure, eh bien, on va passer à une intervention qui dure 3 heures. Mais justement, le Rassemblement national se pose en défenseur des services publics, du moins dans ses discours, se dit favorable au redéploiement des services publics, notamment dans les zones rurales comme le Saumurois, où ils font des très gros scores. Je crois que c'est leur plus gros score du département du Maine-et-Loire. Et est-ce que c'est vrai qu'ils défendent le service public ? Je ne crois pas qu'ils défendent le service public. Ça veut dire que eux, ils veulent juste plus de règles, moins de contraintes et que ça coûte pas plus cher. Aujourd'hui, il faut réinvestir dans le service public, le service de proximité de l'hôpital, qu'on arrête de donner un sentiment que les gens qui habitent dans des endroits reculés, loin des grandes métropoles, on s'en fout. Ils n'ont pas à avoir d'enfants, ils n'ont pas à être malades, ils n'ont pas à avoir besoin de médecins traitants. C'est l'ensemble du territoire qui a été dévitalisé. On fait partie des territoires qui ne sont pas parmi les plus défavorisés au niveau, par exemple, des médecins, mais on voit que c'est de plus en plus dur pour autant d'avoir un médecin traitant, d'avoir un rendez-vous. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui fait 150 km pour aller voir un médecin traitant. C'est-à-dire, il venait ici, il habite dans l'Eure, il venait ici. Voilà, ça dit quelque chose du délitement, mais ce qui nous attend dans les prochaines années avec le vieillissement des médecins généralistes, et au fait que les gens qui s'installent, eh bien, ils ne s'installent pas pour faire 80 heures par semaine. Et on ne peut pas leur en vouloir. La société, elle a changé. Les femmes médecins qui s'installent, puisqu'il y a des départements maintenant où une majorité de médecins généralistes sont des femmes médecins, elles ont le droit de s'installer et de voir leurs enfants.
c'est parfaitement entendable, respectable, et c'est à nous de nous adapter et de donner les moyens d'installation, et pour éviter qu'il y ait une concentration à des endroits où il y a de l'argent et des déserts médicaux à des endroits qui sont soi-disant moins attractifs. Qu'est-ce qui a prédominé le 7 juillet au soir et puis les jours qui ont suivi, quand il y a eu le second tour de l'élection législative qui a donné son verdict, et puis cette surprise, la première force c'est le nouveau Front populaire, la deuxième force ce n'est pas le Rassemblement national, c'est le soulagement, c'est la crainte quand même, étant donné qu'on a gagné peut-être qu'un sursis, étant donné que l'extrême droite progresse quand même. Qu'est-ce qui prédomine comme sentiment ? Mais là je peux parler que pour moi, mais c'est se dire c'est pas pour cette fois. C'est pas pour cette fois, mais que le coup près il est là. C'est-à-dire il faut changer beaucoup de choses pour que les gens ils arrêtent de voter pour le Front National. Parce que ça veut dire arrêter de voir l'autre, le différent, celui qu'on connaît pas, comme une menace. Parce que les chaînes d'infos continues ont quand même contribué à construire une image totalement fausse. La France est un territoire d'émigration. Il y en a toujours eu. On est tous issus quelque part à un moment ou à un autre. Enfin, la France telle qu'on la connaît, c'est une histoire récente. Les gens ont l'air de croire que c'est un territoire immuable sur lequel rien n'a bougé avant les vagues d'immigration des années 60, mais c'est totalement faux. C'est-à-dire que on est un carrefour de territoire, enfin un territoire de déplacement où il y a toujours eu des migrations, comme des territoires qui semblent plus récents, comme l'Italie ou l'Allemagne. Souvent, l'image de l'étranger est totalement fausse, parce que par exemple à Angers aujourd'hui, il y a des étrangers, il y a des Italiens, en fait, il y a des chercheurs de renom parce qu'il y a des pôles d'excellence, mais ça correspond pas. On parle pas de ces étrangers-là parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'on veut vendre. Mais les étrangers, il y en a de tout un tas de tas, et ils ne sont pas plus nocifs que les autres. Donc c'est la construction de cette image, le fait de le ressasser, de monter en épingle quand quelqu'un a un nom en fait avec une connotation étrangère, est totalement... Noam Chomsky, la fabrication du consentement, c'est-à-dire la manière dont on fabrique l'opinion des gens, eh bien aujourd'hui, on a des gens, des milliardaires, qui mettent de l'argent sur la table pour promouvoir leurs idées de séparation, de guerre, c'était Fukuyama qui avait prédit en fait ces choses-là, Huntington qui parlait du choc des civilisations, qui est totalement factice. Il y a des gens, par contre, qui y travaillent. Oui. C'est ça qu'il faut déconstruire. Au niveau de la CGT, comme tu l'as rappelé, d'habitude, vous ne prenez pas position pour une force politique, en appelant à voter directement pour une force politique. Là, avec la menace de l'extrême droite et les conditions particulières, vous aviez carrément appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Et on a à la fois une situation un peu suspendue. Étant donné que on a Emmanuel Macron qui vient de réclamer une trêve politique, Tony Estanguet qui réclame depuis des mois une trêve sociale pendant les Jeux. Est-ce que les choses peuvent bouger, et peuvent bouger à l'initiative du mouvement social ? On sait d'ailleurs que la trêve sociale ne sera pas tout à fait respectée tant que les revendications des salariés qui ne comptent pas leurs heures pour les Jeux Olympiques ne sont pas satisfaites. Et ça, c'est vrai dans Aéroport de Paris ou pour la CGT Spectacle, par exemple. Et est-ce que la CGT et le mouvement social plus généralement peut être, par sa légitimité, imposer davantage de choses qu'en un temps où il y a une majorité absolue à l'Assemblée ? Oui, elle peut y contribuer. Alors déjà, sur le rôle de la CGT, la CGT s'est posé la question de savoir si elle devait être à la hauteur de l'enjeu, de se dire, voilà, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on se dit c'est un pour plus tard, ou est-ce qu'on se dit on jette nos forces dans la bataille maintenant, vu que une partie de nos revendications sont dans les engagements du nouveau Front populaire. C'est pas, on n'a pas voté pour une étiquette, on a voté pour un programme, en disant, voilà, nous, ce qu'on demande, la diminution du temps de travail, l'amélioration des conditions de travail, l'investissement dans les services publics, le vivre ensemble, c'est ce que la CGT, elle défend toute l'année.
et là, entre les affreux et quelque chose qui se rapproche de ce que défend la CGT, de ce que porte la CGT pour les travailleurs, c'est évident que c'était relativement simple, ça demandait du courage, mais c'était surtout une preuve de cohérence. Donc c'est comme ça que ça s'est fait finalement assez naturellement, même si c'est assez inhabituel. La deuxième partie de ta question, est-ce que le mouvement social il peut faire des choses ? Oui, le mouvement social il peut faire des choses. Il devrait, je pense, résoudre assez rapidement les conditions de travail des danseurs, dont on entend que malgré de nombreuses alertes, et aujourd'hui, des danseurs de la cérémonie d'ouverture qui a lieu dans 3 jours. Il est quand même temps de s'en préoccuper. Hein. Alors que c'est des discussions, des tracts qui ont été faits il y a déjà plusieurs semaines pour signaler que le minimum légal n'est pas respecté vis-à-vis d'un certain nombre de gens. Et donc, ça renforce que non seulement tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, c'est-à-dire en parlant de logement. Donc il y a des choses qui vont se déverrouiller. Après, on sent bien la chape de plomb, c'est-à-dire entre les gens qui ne veulent que du loisir au moment en fait, des Jeux Olympiques, je leur en fais pas le reproche, hein, mais et puis les forces de l'ordre qui sont mobilisées pour empêcher les atteintes à l'image, les revendications pendant le parcours de la flamme. On l'a vu, il y a des policiers qui nous ont dit mais la flamme elle est mieux protégée que le président de la République. Parce qu'on ne voulait pas, on le voit au moment du Tour de France, c'est pareil, les légers différés qui sont organisés pour pouvoir qu'il n'y ait personne qui puisse faire valoir ses revendications, comme si avoir des revendications, c'était honteux. Ben non, tout le monde en a des revendications, il y en a, ils s'achètent des chaînes de télé, et d'autres, ils sont obligés de prendre la rue, de déposer des préavis, de perdre de l'argent et de se mobiliser, et que c'est totalement légitime, et c'est plus courageux que s'acheter une chaîne de télé. Est-ce que la CGT du SDIS 49, est-ce que la CGT du Maine-et-Loire ou la CGT des services publics de la fédération dont tu fais partie va prendre des initiatives particulières dans ce contexte extraordinaire, avec à la fois les Jeux Olympiques et puis cette situation politique dont on a beaucoup parlé ? Est-ce qu'il va y avoir des initiatives qui sortent de l'ordinaire dans les prochaines semaines, sachant qu'on est en plein été, ou du moins des aspects particuliers à des initiatives plus habituelles ? Alors il y a des initiatives qui sont prises de lutter contre les idées d'extrême droite, de continuer à dialoguer avec les gens à l'intérieur de la CGT et à l'extérieur de la CGT, d'aller vers le déploiement. On a vu, donc j'ai pas de nouveaux chiffres depuis la dernière fois qu'on s'est vu, mais on a recensé 3000 nouveaux adhérents à la CGT sur les 3 premières semaines qui ont couvert finalement la campagne des législatives, entre les européennes et le deuxième tour des législatives. Ça, c'est inhabituel et qu'on doit être à la hauteur. Donc il y a un plan de déploiement pour aller aussi à la rencontre dans les déserts syndicaux. Je pense que les gens qui se sont rapprochés de la CGT, c'est parce que voilà, ils se sont dit qu'il y avait des gens qui faisaient des choses. Il y a peut-être des gens qui sont restés un peu cachés parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller discuter avec leurs propres adhérents sur qu'est-ce que tu mets comme bulletin dans l'urne et pourquoi tu mets ça, et est-ce que tu trouves pas qu'il y a une incohérence entre le fait de mettre ce bulletin-là et ce que nous on prône et le fait que tu sois dans nos rangs. Il y a plein de gens, ce jour-là, ils ont une piscine. La CGT, elle a décidé que c'était maintenant, c'est-à-dire que la CGT, elle a connu la clandestinité, parce qu'il y a des gens qui parlent de la résistance, la CGT, elle peut égrener tout un tas de gens qui ont participé à la résistance et qui ont laissé leur vie. On n'est pas très loin de Châteaubriand. À Châteaubriand, on peut dire que la CGT, elle était bien représentée, qu'elle avait tout un tas de fédérations qui étaient présentées parmi les gens qui ont été fusillés, qu'il y a eu ici, il y a eu ailleurs, et que... la première chose qui s'est passée, c'est aussi que la CGT elle était déclarée illégale, c'est-à-dire les syndicats ont été renvoyés à la clandestinité dès le début en fait de gouvernement d'extrême droite. Il n'y a pas très longtemps, au moment des européennes, il y a des prises de position qui ont été faites pour dire il va falloir remettre tout le monde au pas, et particulièrement dans la fonction publique, les syndicats, voilà. Donc ils ont eux aussi une idée très caricaturale de c'est quoi le syndicat, c'est fait pour empêcher. Aujourd'hui, le syndicat, souvent, il rappelle la loi. C'est-à-dire que les employeurs, souvent, ils n'appliquent pas la loi. Et on voit que les tribunaux, je l'ai toujours considéré comme le dernier axe de simplification du gouvernement Hollande, c'est-à-dire les tribunaux administratifs, puisque c'est beaucoup là où, dans la fonction publique, on emmène nos employeurs, eh bien...
on a un peu fait comprendre aux juges administratifs qu'il fallait quand même pas trop faire chier les employeurs. À propos de pas les mêmes questions, justement, depuis jeudi dernier et votre rassemblement, tu m'as dit que vous n'aviez pas eu l'impression d'être écouté, même pas du tout. Et Madame Braun-Pivet, Yaël Braun-Pivet, a été réélue présidente de l'Assemblée nationale après une dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, décidée le 9 juin, après des élections législatives anticipées, après une recomposition politique très forte. Il y a eu un deal entre les macronistes et la droite républicaine, comme elle s'appelle maintenant, de Laurent Wauquiez, pour maintenir Yaël Braun-Pivet à son poste au perchoir. Tout change pour que rien ne change, mais c'est quoi le signal qui est envoyé ? C'est qu'ils n'ont pas envie de quitter le pouvoir, le message qui est envoyé. Après, ici on est dans le Maine-et-Loire. On est le seul département de France qui a renvoyé exactement les mêmes couleurs à l'Assemblée nationale en 2017, en 2022 et en 2024. Et en même temps, un des rares départements où il n'y a pas de député RN. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand on voit le bon côté des choses. Mais ça veut dire que oui, effectivement, on a senti là des arrangements préparés et on sent que le fait que les choses s'étirent dans le temps. À la fois, ça demande de la concentration, parce que les gens, ils ont leur vie, et ils ne sont pas tous passionnés de politique ou engagés, ou militants. Et plus ça s'étire, plus les gens ils perdent le fil. Plus on se pose des questions pour se dire, bon, finalement, à quoi ça a servi ? Et je pense que c'est aussi une manière pour ceux qui sont au pouvoir actuellement de s'organiser pour continuer à garder le pouvoir et trouver des arrangements pour tourner le dos à la clarification qu'attendait pourtant le président de la République. Il y a la rentrée qui est en ligne de mire de la CGT. Tu penses qu'une mobilisation d'ampleur pourra y avoir lieu à partir du mois de septembre et qui se prépare dès maintenant ? Alors, je pense que les gens, ils en discutent. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, après les nombreuses mobilisations des retraites, après ce trouble, cette agitation-là, ça consomme des calories pour les gens. Les gens, ils aspirent à un moment de repos. Et donc, je pense qu'une fois les gens reposés, c'est-à-dire que quand les gens ils vont rentrer de vacances en août, là, je pense que les gens ils auront besoin de parler d'actions concrètes. Après, nous, en tant qu'organisateurs, forcément, la rentrée, on y pense au moment du début des vacances, on se dit, bon, la rentrée, ça se passe comment ? On a besoin de clarification pour voir où on va, enfin même les collectivités l'appellent, le PLF 2025 qui se prépare là maintenant, ça veut dire que c'est bien le gouvernement démissionnaire qui est en train de préparer les coupes budgétaires pour les collectivités, puisque les collectivités ne sont pas celles qui sont le plus dépensières, c'est l'État qui est le plus dépensier, et néanmoins on demande quand même aux collectivités de faire des efforts, et les efforts ils les feront où les collectivités ? Ils le font sur le personnel, ça veut dire que ça jouera sur l'avancement de carrière, la titularisation des gens, ou sur les conditions de travail, ou sur le fait que les emplois promis n'arriveront pas. Donc forcément que les salariés, ils ont tout intérêt à garder l'œil ouvert et à ne pas attendre que les premières mauvaises nouvelles arrivent. Alors j'ai une toute dernière question. Sébastien, tu nous fais le plaisir de nous accueillir chez toi et on voit que tu as une très belle bibliothèque. Est-ce que quand on est sapeur-pompier professionnel et représentant des personnels du SDIS, on a le temps de lire autant ? Alors j'ai moins le temps de lire et je lis surtout moins de livres et plus de rapports sénatoriaux. Je travaille plus sur des textes réglementaires et effectivement, mais je viens de commencer à la recherche du temps perdu. Et j'espère que l'été me laissera suffisamment de temps pour, à défaut de le finir, au moins en fait bien entamé. Eh bien, bonne lecture et bon courage pour les prochaines semaines, les prochains mois, et on se reverra très certainement. Merci. Merci.